Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le test final, enfin, j'ai envie de dire, de ce TCL C935 dans sa version 65 pouces. Sur la chaîne, je vous avais déjà publié une première vidéo, résultat des mesures, premières impressions, présentation même des principales caractéristiques techniques de ce produit. Si vous me suivez sur Discord, vous savez que j'avais des entretiens téléphoniques de Calais avec le constructeur, parce qu'il y a des petites choses qui me dérangeaient sur ce produit. Néanmoins, je ne vais pas revenir sur les mesures techniques qui, elles, ne changent pas. Donc du coup, vous trouverez le lien dans la description de tout ce qui est résultat des mesures, etc. Je vais revenir en revanche cette fois-ci sur un verdict un petit peu plus détaillé, un petit peu plus complet, et surtout, je vais partager avec vous toutes les petites choses que j'ai pu détecter, tous ces petits points sur lesquels j'ai pu échanger avec le constructeur, y compris autour du 144 Hz pour vous, mes amis les joueurs, comment bénéficier du 144 Hz dans des conditions optimales, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que le mode gaming est intéressant, bref, on va revenir sur ce produit et tout de suite, je vais commencer par un rappel des caractéristiques techniques. À commencer évidemment par des choses sur lesquelles il faut quand même se dire que c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Le HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ, TCL répond et assure une compatibilité avec tous ces formats HDR. On va retrouver aussi le VRR, l'Auto Low Latency Mode et une Game Bar pour les joueurs. Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle vaut le coup? On va découvrir ça ensemble dans la partie jeux vidéo justement. Ça, j'ai envie d'y coupler un petit peu l'aspect connectique, parce que c'est vrai que quand on regarde sur le site internet, on voit 4 prises HDMI 2.1. Sauf qu'on sait que, je vous en ai parlé déjà dans la première vidéo, TCL travaille avec une puce Mediatek. Cette puce Mediatek, en fait, elle limite l'utilisation de l'Ultra HD à 120. Et donc, du coup, en l'occurrence ici, en fait, seule la prise HDMI 1 est compatible avec de l'Ultra HD 144 Hz. L'HDMI 2, c'est de l'Ultra HD 120, et pour 3 et 4, on est sur de l'Ultra HD à 60 Hz. On va avoir aussi, sur ce modèle, un système audio signé Onkyo, avec une barre de son intégrée, joliment d'ailleurs, en façade, et des haut-parleurs en position haute pour l'effet Dolby Atmos, ainsi qu'un caisson de basse. TCL annonce une puissance de 4 x 15 watts, plus 30 watts pour le caisson de basse. Je vous en ai fait la démonstration dans la première vidéo, et c'est vrai qu'il y a de la puissance, il y a de la ressource, etc. Je me suis quand même rendu compte que ça ne rend pas grand-chose au travers des micros, mais je vous le dis, franchement, ça pour un salon, c'est quand même bien sonorisé, c'est quand même bien fichu. Idéalement, il est vrai qu'il va falloir apprendre, entre guillemets, à s'en contenter, parce que là, j'embraye un petit peu sur l'aspect ergonomie du produit, mais comme vous le voyez, ça va être un petit peu plus difficile d'intégrer une barre de son devant, non pas par rapport à l'ergonomie du produit, mais plus par rapport au fait, effectivement, que si vous mettez une barre de son devant alors que le téléviseur a déjà une barre de son en façade, ça peut sembler un petit peu illogique. Mais vous pourrez le faire, il n'y a pas de sujet là-dessus, et on y reviendra dans l'aspect ergonomie. Cette puce, qui est en fait une Mediatek MT5889 de sa référence plus précise, va être appelée processeur AI PQ 2.0 Engine. C'est lui qui va se charger de tous les traitements vidéo, etc. Bref, la gestion de ce téléviseur. Et ça, comme je l'ai dit, limitation sur le HDMI, et on verra que ce ne sont pas les seules limitations qui existent dans ce modèle. J'ai à côté de moi effectivement donc le modèle 65 pouces qui est au moment où j'enregistre cette vidéo proposé à 1590 €, mais il existe aussi en version 75 pouces à 2290 €, et ça c'est effectivement des tarifs qui sont quand même assez intéressants à avoir en tête pour pouvoir les comparer tout simplement à la concurrence. Ce qui change énormément, et j'ai un petit peu envie de dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est tout simplement le système de rétroéclairage. Je vous l'ai dit, on est là sur le plus haut de gamme des téléviseurs mini LED chez TCL, et ça, ça passe aussi par la dénomination OD5, qui est tout simplement l'écart qu'il existe entre le panneau LCD et son rétroéclairage, qui serait seulement de 5 mm, nous indique-t-on, ce qui ne fait pas pour autant de ce C935 un téléviseur très très plat, puisque je vous l'ai dit, il a des haut-parleurs en hauteur, etc., un caisson de basse, donc il est même plutôt relativement épais. Vous avez vu s'afficher les dimensions dans la fiche technique, et surtout, là où ça va devenir très intéressant, c'est tout simplement dans la puissance lumineuse. Sachez que tous les plans, vous allez me voir moi, ce n'est pas la puissance lumineuse totale du téléviseur, parce qu'il en a vraiment, là aussi je vous en avais déjà parlé un petit peu dans le résultat des mesures, mais je vais y revenir dans le test, il y a vraiment beaucoup de ressources, donc j'ai dû abaisser la luminosité grandement, je crois à quelque chose comme 50%, alors on va le faire en direct. Je l'ai passé à 38, et vous voyez, même dès qu'on affiche du blanc, comme tout de suite ça pop, parce qu'il a vraiment beaucoup de ressources ce téléviseur, et pour cause, dans sa version 65 pouces, il intègre 1080 zones
et donc 8640 mini LED, et dans sa version 75 pouces, ce sont 1920 zones et 15 360 mini LED. Mais voilà, vous avez les principales caractéristiques techniques, et on va passer juste très rapidement en revue l'ergonomie, parce que là aussi, il y a des petites choses à dire. Sur l'aspect design, comme je l'ai dit, on n'est pas sur un téléviseur qui va revendiquer une quelconque finesse particulière. On est quand même sur près de 6 cm d'épaisseur, avec ici un design néanmoins au dos qui est plutôt réussi. Et surtout, eh bien, TCL livre une multitude de petits caches pour masquer la connectique. Et ça, c'est plutôt toujours assez agréable. Ça marque d'une certaine manière une envie de vous livrer un produit plutôt soigné. Et surtout, c'est dans le pied, ici, pied central, qui pour lui, ici, est sur une surface un petit peu... J'ai presque l'impression que c'est métallique, en tout cas. Je ne saurais pas vous dire si c'est exactement de l'aluminium ou pas, mais on est sur un pied plutôt métal, central, comme vous le voyez. Ce n'est pas orientable, absolument pas, il ne pivote pas. Et surtout, au dos du téléviseur, on a une face un petit peu inclinée, comme ça, et c'est là que vont rentrer tout simplement vos différents câbles, HDMI, Ethernet, câbles d'antenne, etc. Et c'est là que vous allez pouvoir faire repasser tous les câbles très proprement, parce que vous voyez qu'on a quand même un pied qui est relativement large, on a de quoi faire, et ensuite, on va plaquer là aussi un cache en plastique pour masquer tout simplement le passage des câbles et se faire une intégration la plus propre possible. J'ai évoqué le fait en disant que ce n'était peut-être pas très pertinent d'intégrer une barre de son, parce que c'est vrai que du coup vous allez masquer les haut-parleurs du téléviseur. En même temps, c'est un petit peu toujours comme ça. Donc sachez néanmoins que si jamais vous souhaitez poser une barre de son sur ce pied central ou devant, c'est à vous de voir. Sur le pied central, c'est vrai que comme il est assez large, je me dis bon, avec un peu de chance, la barre de son ne sera pas complètement bancale. Bon, faut voir un petit peu ce que ça va donner. Sachez que néanmoins, par rapport à la surface du pied ici central, donc vraiment le plan haut, au bas de la dalle, vous avez 8 cm. Donc si jamais vous vous dites, ce téléviseur TCL va me permettre de faire une affaire en matière de télé, et je veux quand même coupler ça à une barre de son, parce que j'ai envie d'avoir une barre de son pour avoir des satellites, pour avoir un caisson basse un petit peu plus puissant par exemple, vous pourrez le faire. Concernant le téléviseur, j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. C'est vrai que les assemblages sont plutôt très réussis. Le cadre ici, façon un petit peu métal, noir d'ailleurs, plutôt mat, est très élégant. Rien à reprocher là-dessus, c'est impeccable. La dalle, le panneau est vraiment à fleurs. C'est vraiment, pour ma part en tout cas, sans doute l'un des téléviseurs les mieux finis que j'ai eu l'occasion de tester chez TCL. En même temps, là encore une fois, on est sur un produit haut de gamme. Une bordure qui est une finesse de bordure là, qui est tout à fait acceptable, qui est tout à fait classique. Donc là au-dessus, rien à reprocher non plus. Et je vous avais fait j'avais apporté déjà une espèce de petite critique sur les télécommandes. C'est vrai que ce sont deux télécommandes qui sont assez grandes. Quitte à livrer deux télécommandes, on aurait pu se dire que TCL va nous en livrer une grande et une plus petite. En fait, non. Elles ont sensiblement le même format. Bon, alors l'avantage, c'est que du coup, la prise en main de chacune d'elles est très bonne. Là-dessus, il n'y a aucun sujet. La lisibilité aussi est bonne parce que, vous le savez, des fois, je critique le fait d'avoir des touches, par exemple, où les lettres sont à peine lisibles. Là, c'est pas trop le cas. Franchement, on a plutôt une bonne lisibilité. Et on a donc cette première télécommande qui est plutôt complète d'ailleurs, puisque c'est elle qui intègre le pavé numérique, notamment pour zapper sur vos chaînes TNT, avec seulement Netflix et Prime Video en touche de raccourci, et sur celle-ci, on n'a pas le micro qui va vous servir à piloter les fonctions liées à l'assistant de Google, puisqu'on est ici sur un téléviseur sous Google TV. C'est quelque chose que l'on fera depuis cette seconde télécommande qui, elle, profite non seulement ici de ce pavé central, le bouton pour solliciter tout simplement l'assistant de Google, et ensuite les touches de raccourci où on va retrouver Netflix, Prime Video, les fonctions Guard, donc qui sont des choses propres à TCL, de la même manière qu'on a les TCL Channels, et ensuite on va retrouver YouTube, ainsi que l'accès aux médias. Deux télécommandes, là où je dis que j'avais été un petit peu critique, c'est est-ce que finalement, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir deux télécommandes quand on a un grand salon, mais est-ce que sur un modèle comme le 935, qui est un modèle premium, on préférerait pas avoir une seule télécommande un petit peu plus qualitative, parce que franchement, ça manque un petit peu d'inspiration sur ces deux modèles. C'est pas ultra quali. Ça reste du tout plastique, on n'est pas du tout sur une finition un peu métal brossé comme peut le faire Sony, surtout on n'est pas du tout sur quelque chose de rétro-éclairé par exemple. Donc là-dessus, monsieur dame de chez TCL, moi sur un produit comme celui-ci, même s'il est vrai que le tarif quand il est en promo etc. est assez agressif, on a quand même envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif seulement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et j'ai bien envie de poursuivre cette vidéo par un autre chapitre. C'est vrai qu'habituellement, il arrive un petit peu plus tard. Il s'agit de l'ergonomie logicielle, puisqu'on s'est parlé de l'ergonomie matérielle. Et tout simplement parce que je pense qu'on peut aller assez vite sur ce sujet-là, à savoir que j'en avais déjà parlé sur la première vidéo, et c'est sans doute l'une des meilleures surprises de ce téléviseur. Alors, attendez, on va revenir sur la qualité de l'image. Mais en tout cas, au moment de la découverte, je m'étais dit « Waouh, qu'est-ce que ça va vite !» Google TV a été particulièrement long à se mettre en place. J'avais fait une petite vidéo de déballage sur notre groupe de discussion Discord, j'avais branché la caméra, je m'étais lancé en live. C'est quelque chose qui va habituellement relativement vite. Par exemple, quand je fais des configurations de téléviseurs Sony, ça va super vite, on appelle le smartphone, etc. Là, la procédure était sensiblement la même, sauf que ça a pris vraiment longtemps. Ça a pris une bonne, j'allais dire 20 minutes, mais bon, ça serait peut-être exagéré. Mais en tout cas, ça a été long, ça m'a semblé long. Et pour le coup, là, l'interface, qu'est-ce qu'elle va vite. Alors là, j'utilise cette télécommande qui accessoirement, puisqu'elle a le micro, vous l'avez sans doute compris, mais c'est une télécommande Bluetooth, donc vous voyez, j'ai pas besoin de pointer le téléviseur, et ça fonctionne, mais tellement vite. Et celle-ci, eh bien aussi, hop, regardez, pas besoin de pointer le téléviseur. Là aussi, on est sur une interface qui va vraiment très vite. On est sur du bon Google TV, on est sur, selon moi en tout cas, sur la même réactivité que les téléviseurs de chez Sony. Vous le savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, pour moi, Sony, en matière d'interface logicielle, fait office de référence. Vraiment, là, on peut en débattre, mais pour moi, ça reste une référence parce qu'ils exploitent, alors, sauf si vous êtes complètement en dehors d'un quelconque affect pour les services de Google, ça, je peux le comprendre aussi, mais lorsqu'on est disposé en tout cas à utiliser l'interface de Google TV, la surcouche qu'applique Sony est pour moi l'une des plus détaillées et l'une des plus fluides aussi, des plus performantes. Et là, franchement, ça marche très bien avec des petits effets. Je ne sais pas si vous les voyez, ces petits halos là autour des différents services. Et quand on voit un petit peu, entre guillemets, le coup de gueule que j'ai pu pousser à l'égard des téléviseurs de chez Samsung et de chez LG, là, sur les dernières générations de Tizen OS et de WebOS, où on a des énormes panneaux publicitaires. Alors là, on a certes toujours de la suggestion de contenu, mais on a quand même encore un petit peu de personnalisation. Et pour preuve, ici, les contenus YouTube qui sont dans cette partie basse, eh bien, ce sont bien mes contenus YouTube. J'ai commencé, je vous l'ai dit dans certaines vidéos, à me former sur DaVinci Resolve sur le montage, donc j'ai des suggestions. J'aime bien regarder effectivement ce qui se passe de ce côté-là, sur American Got Talent, etc. Donc ça, ce sont bien des contenus que j'ai commencé à visionner. Ça, ce sont bien des séries qui, effectivement, là, c'est de la suggestion, mais c'est bien des trucs qui pourraient m'intéresser. En l'occurrence, Top Gun Maverick, c'est bien quelque chose qui m'intéresse. Là encore, des chaînes auxquelles je suis abonné. Automobile Propre, bien entendu, en même temps je travaille pour eux. The Mystical qui fait des sujets VR, l'ami Aurélien, et puis là, c'est une chaîne, si jamais vous avez parlé portugais, je vous invite à aller voir cette chaîne, Razan Automobile, qui effectivement fait des vidéos auto extrêmement bien léchées, et les camarades de la chaîne Ivy. Donc pour moi, cette interface de Google TV est non seulement un petit peu pertinente dans la suggestion de contenu, et là, chez TCL, elle va vite, et ça, c'était vraiment une très bonne réponse. Un très bon constat. Bien les gens, petite interruption des programmes, j'ai envie de dire, cette vidéo va être longue, très longue, un peu comme d'habitude sur la chaîne, vous avez le sommaire pour vous déplacer, mais sachez effectivement que je reprends la parole, on est vraiment dans un second tournage, je suis en train de monter la vidéo, elle est longue, comme je l'ai dit, je suis déjà à plus de 15 minutes et j'arrive sur un passage où j'aborde avec vous un petit peu les problèmes de paramètres du téléviseur, et c'est de ça dont je vais vous parler avec ce complément de vidéo. Mais néanmoins, sachez que dans ce sommaire, vous allez voir aussi qu'il y a des bugs dans le téléviseur que je vous partage, et dans ces bugs notamment d'image, il y a ce qui est lié en fait au fait qu'il y a dans les paramètres de l'image, ici, un truc qui s'appelle image intelligente, luminosité et contenu adaptatif, ainsi que couleur adaptative. Alors, couleur adaptative, je l'avais désactivé, et pendant mon premier tournage, j'avais laissé ces deux options activées pour vous montrer justement l'effet de pompage, dont je vais revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ne soyez pas surpris, vous allez normalement, je pense, constater, en tout cas moi je le vois au montage, qu'effectivement la luminosité de l'écran de temps en temps fait comme ça des allers-retours. En fait,
Ce truc-là, pour le corriger, je vous le dis, il faudra fixer un seuil tout simplement dans les paramètres du téléviseur. Et c'est justement dans ces paramètres-là que je voudrais revenir maintenant de manière peut-être un petit peu plus détaillée. Et pour qu'on puisse ensemble comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe, eh bien je vais couper les éclairages et on va se focaliser vraiment sur l'image de la télé. J'espère que le résultat vous plaira parce que vraiment, je pense que ça vous permettra de comprendre ensuite ce qui va se passer et ce qui se déroule dans la suite de la vidéo et de comprendre aussi pourquoi, eh bien, vous allez noter peut-être, je pense, parce que j'ai encore des images d'illustration à caler, mais pourquoi on a cette image comme ça qui fait des allers-retours. Allez, bascule, lumière tamisée, et puis ensuite, on reprendra la suite du tournage de la V1, j'ai envie de dire. Voilà, alors je le rappelle, avant cette interruption, d'une certaine manière, eh bien j'en étais à vous parler effectivement des avantages de Google TV et de ce que je pouvais en constater, le fait que c'était rapide notamment, et pour autant j'avais effectivement commencé à enregistrer sur les défauts. Des défauts qui concernent selon moi un petit peu plus la surcouche que TCL aurait dû appliquer dans ses menus. Là, vous l'avez vu, j'ai appuyé sur la touche paramètres de la télécommande tout simplement, ce qui me permet d'accéder ici à cette fenêtre déroulante. Et là, on accède eh bien, à ce que, tout simplement, aux deux raccourcis qui vont nous permettre soit de nous mener ici vers les paramètres de Google TV, et on le voit, il n'y a franchement pas grand-chose, aucun travail n'a été fait de la part de TCL pour personnaliser un petit peu plus l'expérience, soit directement aux paramètres d'image. C'est là que l'on va pouvoir choisir le mode d'image. Je rappelle que TCL ne propose pas de mode Filmmaker. Ils me l'ont expliqué en me disant en fait que le mode Filmmaker chez eux, eh bien une fois qu'ils l'implémentaient, ils le trouvent trop sombre, et donc du coup on n'aura pas de mode Filmmaker sur ces téléviseurs, ni même sur la prochaine génération. En revanche, les prochains eh bien, verront débarquer, et peut-être même les actuels d'ailleurs par le biais de mise à jour, ça encore c'est à définir, mais ils verront débarquer des modes Film Dark et Film Bright, ou en tout cas Movie Dark et Movie Bright, qui permettront d'apporter tout simplement des options supplémentaires sans avoir à intégrer le mode Filmmaker dont effectivement TCL n'est pas fan. Et je rappelle qu'on n'a pas non plus de mode Filmmaker chez Sony, puisque eux aussi se contentent d'un mode cinéma par exemple. Et ensuite on a des variantes avec du Dolby Vision lumineux, Dolby Vision sombre et du Dolby Vision IQ par exemple également. Donc ici on a un mode film, un mode sport, un mode amélioration HDR, un mode standard, un mode dynamique, mais aussi un mode jeu. On va s'intéresser ici essentiellement au mode film. Vous voyez que l'on a ici eh bien, le téléviseur qui est réglé à 80% de sa luminosité. Je vais juste m'assurer que les réglages ont bien été réinitialisés, comme ça vous le voyez comme moi. Là, on a ici effectivement ajusté le niveau de luminosité de l'écran, ce qui peut paraître quelque chose d'évident. Lorsque je clique là-dessus, vous le voyez, ça ouvre une fenêtre et je peux typiquement eh bien, commencer à intervenir sur la luminosité de l'image. Là, on voit, normalement, vous devriez voir très bien ce qui se passe. J'augmente ou je réduis la luminosité de l'image. Sous-entendu, tout simplement, je vais remettre ça à 80. Sous-entendu, eh bien, je ne fais que booster l'intensité lumineuse. Si je reviens dans la saturation, là encore, très peu de légende. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on touche à la saturation? Eh bien, si on réduit, on rend les couleurs tout simplement plus fades, là je suis carrément passé sur quelque chose en noir et blanc, ou au contraire, eh bien on va vers quelque chose de très saturé et donc de très, souvent là ça va chercher dans du chaud, enfin dans quelque chose effectivement de saturé, vers du rouge, etc. Et donc c'est effectivement pas génial. Là vous l'avez vu, ces deux menus, je peux vraiment analyser et voir ce qui se passe. Très rapidement, hop, je réinitialise. Et lorsque je m'intéresse aux paramètres avancés, je retrouve à nouveau le paramètre de luminosité, et on a ensuite le réglage de contraste qui, lui, eh bien, va être là, comme l'indique un petit peu le sous-menu, pour essayer de booster un petit peu les réglages du blanc. Or, en fait, on voit bien que ça ne fait, entre guillemets, que compléter un petit peu le réglage de luminosité en éteignant un petit peu l'image, tout simplement. Je vais le remettre à 80 parce que c'était son réglage par défaut, hop, et là ensuite on a le niveau de noir. Alors pour ça, je vais peut-être changer un petit peu, non ça va, je pense qu'on voit un petit peu ce qui se passe à l'écran. Vous voyez là, sur le coin, clairement, hop, je vais pousser la chaise, sur le coin ici, regardez à quel point les couleurs vont commencer effectivement à être délavées sitôt que je commence à toucher à ce niveau du noir. Voilà, lui il va tout simplement eh bien, booster les niveaux du noir, déboucher l'image, voilà à quoi il faut vous attendre, sachant que là, vraiment, je ne touche pas au réglage de caméra. Et si vous faites l'inverse, eh bien, vous allez complètement boucher les zones sombres de l'image. La partie contraste dynamique, et c'est là
que carrément, bah là on est sur deux trucs où franchement, je comprends pas pourquoi on n'est pas d'intermédiaire. Regardez, là il est en mode arrêt, ce contraste dynamique. Là il est en mode faible, et vous voyez encore une fois, dans la partie ici sans doute, à droite de l'image, qu'elle est complètement bouchée, il ne se passe plus rien. Et là on est sur un truc fort, où en fait la dénomination n'a aucun sens pour moi. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi là on est sur faible, en contraste dynamique, alors qu'on n'a plus rien, ni au centre, ni sur les côtés. En fait, mieux vaut le laisser en arrêt, clairement, parce qu'à partir du moment où vous toucherez à cela, vous allez complètement éteindre l'image, vous allez complètement boucher tous les trucs, et ça n'a aucun sens. Là, on a le truc de contraste dynamique. Vous voyez, là, on récupère, on a cette partie-là qui, effectivement, semble livrer une image un petit peu plus homogène. On a, dès qu'on active le contraste dynamique en mode faible, ça éteint tout, ça écrase tout, là, sur cette partie-là. J'y vois beaucoup moins. Et ensuite, si on fait fort, eh bien, on a un réglage encore un peu intermédiaire, où là, ici, en faible, on a encore des petites choses qui se passent au niveau des nuages. Sur les côtés, c'est bouché. En mode fort, on débouche un petit peu ce qui est censé être un petit peu plus les hautes lumières. Mais sur le côté, c'est tout aussi écrasé. Donc, pour ma part, mieux vaut laisser ça en mode tout simplement arrêt, parce que c'est franchement pas, pour moi, je ne vois pas quel est l'intérêt ici de venir l'activer. Et là, on va être dans deux autres réglages, cette fois-ci, qui vont être le local dimming et le contraste local, qui vont un peu être les options que vous allez devoir utiliser à votre guise si vous aimez que le téléviseur tente de vous livrer le rendu le plus éclatant, en fait, en fonction de ce que vous regardez, de ce qu'il vous propose à un instant T, sachant que ça peut ne pas convenir tout le temps. Regardez, si j'interviens sur effectivement ce local dimming, vous devez voir qu'il se passe normalement légèrement quelque chose, notamment dans cette image-là. Allez hop, je vais zoomer un peu. Vous allez le voir, regardez, tac. Par exemple, normalement ici, je pense que ça se voit, notamment ici, au centre là, de ces quelques bâtiments. Lorsque je suis en mode arrêt, le bâtiment au centre ici a plutôt l'air un petit peu éteint d'une certaine manière, même si on le voit très bien. Et hop, là, il commence à être un petit peu mieux éclairé. Hop, on monte et ça continue, c'est encore un petit peu plus éclairé. Donc si vous aimez avoir quelque chose de plutôt pétant, bah effectivement, jouez plutôt sur un local dimming fort. Et ensuite, si vous allez encore vouloir augmenter le résultat, là vous avez le contraste local qui là est en mode arrêt, là est en mode faible, et là est en mode fort. Et encore une fois, c'est que des petits gains comme ça de contenu, que des petits steps de réglages qui font que le téléviseur va se dire « Ok, bon bah on augmente encore un petit peu, mais attention, ça peut ne pas convenir à tous les usages. » Donc là aussi, il va falloir faire très attention. L'option qui, moi, me semble un petit peu aussi too much, là, c'est celle-ci, c'est contraste dynamique. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'elle est même en arrêt de base. Là aussi, vous allez pouvoir intervenir sur les contrastes de manière soit plutôt faible, soit plutôt fort. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est soit on est au max, soit on est au min. Et là, vous voyez, là aussi, il y a un petit impact qui... alors là, où est-ce que je... À la caméra, tac, 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 c'est surtout ici, en fait, dans cette portion-là de la route, où vous voyez, des bâtiments, où on voit bien que, fonction de s'il est en mode arrêt, voilà, là, c'est en mode arrêt, finalement, je trouve que c'est le meilleur des intermédiaires, parce que en mode faible, ça éteint plutôt un petit peu la dalle, et en mode fort, on est de nouveau sur quelque chose qui remonte, mais qui est peut-être un peu trop. Donc il vaut mieux peut-être se contenter du mode arrêt pour avoir le moins possible à y revenir. Et là aussi, pas de réglage intermédiaire sur le renforcement du noir, sauf que là, dans le cas présent, ça ne change absolument rien. Paramètres de luminosité, renforcement du noir. Là, vous voyez, typiquement, renforcement du noir, il ne se passe rien non plus. Donc ça, vraiment, je pense qu'on peut laisser couper. Faible, voilà, vous voyez clairement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je ne sais pas si on peut le percevoir vraiment. Là, en mode arrêt, typiquement, en tout cas selon moi, hop, voilà, si je pense qu'on va le voir, je vais zoomer un petit peu. Là, en mode arrêt, on a quand même ici un petit peu de détail dans l'aile du papillon. Voilà. Si je l'avais mis en mode faible, j'éteins quand même pas mal le niveau de détail. Si je le mets en mode fort, je redébouche. Mais je le redébouche finalement, mais j'ai quand même l'impression que le meilleur des deux, c'est le mode arrêt, parce qu'on a entre effectivement les zones plus sombres et les zones un petit peu plus lumineuses, j'ai l'impression que la balance est plus intéressante avec le mode arrêt en fait. J'ai l'impression que c'est celui qui me fait un truc le plus juste. Je récupère
plus de détails quand même, selon moi, en mode arrêt. C'est certes peut-être un petit peu plus délavé, mais du coup, c'est ce qui me permettra d'y voir quand même un peu mieux, selon moi, dans l'image. Ensuite, cette image va aussi eh bien, nous permettre de nous intéresser à ce qui se passe dans les menus couleurs. Là encore, avec la saturation, vous l'aurez compris, soit j'augmente la saturation des couleurs, l'intensité, soit tout simplement je baisse. Donc là, je vais aller encore une fois vers quelque chose de complètement limite en noir et blanc. J'enlève toute la palette de couleurs. Hop, je remets ça à 50, je valide. Et là, encore une fois, ce qui est cool, c'est que quand je valide le menu, je peux revenir sur une pleine image. La teinte, qui là encore n'est pas légendée, eh bien, si je vais vers la gauche, je vais avoir tendance à refroidir, rajouter du bleu. Et donc, vous le voyez, le jaune est quasi passé au vert. Et si je fais l'inverse, eh bien, je vais avoir tendance à aller vers quelque chose de plus rouge. Et donc, du coup, je vais me rapprocher d'un jaune qui tire carrément au orange. Voilà, donc ça aussi, là encore une fois, bon, je suis vraiment pas sûr que ça aura un quelconque intérêt. Le filtre de lumière bleue, qui n'est pas ultra... hop, tiens, j'avais oublié de dézoomer, mais le filtre de lumière bleue, qui n'est pas complètement... il n'est pas très violent, donc si jamais vous voulez l'ajouter pour réchauffer un tout petit peu l'image, vous le pouvez, sauf que là, eh bien, on voit rien, parce que de toute façon, en mode film, eh bien, ce sont déjà des couleurs qui sont chaudes. Là où je suis un petit peu contrarié, c'est que, regardez, typiquement, lorsqu'on fait ça, eh bien, en fait, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Il faut vraiment y aller, vous voyez, là, tac, on passe de -5, donc vers quelque chose de chaud à quelque chose de froid, et la différence n'est pas complètement dingue. Voilà. C'est en ça que je dis que à chaque fois, dans les menus, vous ne ferez pas complètement des miracles. Après, on a les réglages de clarté, et là aussi, ça a été dur pendant les tests, parce que j'avais plein de choses qui étaient là pour essayer de booster la netteté, etc. Et en fait, ça a été un vrai sujet, parce que pour moi, les réglages n'ont pas été finalement efficaces tout le temps de la même manière, et c'est ce qui me contrarie un petit peu. Je suis bien incapable de vous donner des réglages efficaces. Ce que je peux vous dire, c'est que les filtres MPEG, j'ai fini par les laisser en mode moyen. Je crois que c'est d'ailleurs de la sorte qu'ils sont réglés. Donc là aussi, bon, on ne va pas venir essayer de faire quoi que ce soit. Et la réduction du bruit, là aussi, pareil, très très dur de vous dire laquelle était le mieux. Encore une fois, de base, moins on en met, mieux c'est, j'ai envie de dire, surtout les effets de lissage, etc. Donc, vous verrez, en fonction des qualités de ce que vous pourrez faire. Là où je peux vous dire que moi, j'ai essayé de faire des choses, c'est que la réduction du flou, il m'est arrivé de la monter à +4, comme ça, et la réduction des saccades à 2. Mais encore une fois, dès qu'on commence à vouloir exagérer un petit peu de ces traitements-là, le processeur, en fait, n'a pas ce qu'il faut, dans le ventre pour vraiment nous proposer quelque chose de valable. Et donc, du coup, j'ai préféré finalement réduire au maximum l'ajout et le traitement de ces options-là, parce que c'était pas simple. Donc voilà, donc encore une fois, je vous dis, ça sera pas aussi magique, quoi. Ce processeur, selon moi, il a quand même certaines limitations techniques, et vous verrez parfois, il y a des choses assez amusantes du côté de cet espace colorimétrique en mode natif ou en mode personnalisé. Moi, j'ai préféré le regarder en mode natif. On va le voir, je ne sais pas si on va le voir. En mode auto, vous voyez là, ici, les couleurs, elles sont un peu fades. Voilà, c'est un peu une couleur qui peut sembler un peu naturelle, mais je trouve que, hop, dès qu'on fait ça, on réchauffe un tout petit peu ici cette zone où il y a un peu de la terre, de la végétation, etc. Et je trouve ça plutôt cool. Le mode personnalisé, lui du coup va vous permettre, si vous le souhaitez, de rentrer un petit peu plus dans les détails et d'augmenter certaines des couleurs de manière plutôt assez détaillée. On peut intervenir sur les plages RGB. Et si on vient tout simplement choisir le mode personnalisé, c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt flatteur, voilà, en mode natif plutôt qu'en mode auto. Voilà, vous verrez bien. Je vais essayer de vous trouver l'autre exemple. Voilà, l'autre plan qui, pour le coup aussi, me faisait un petit peu préférer le mode natif. Typiquement, c'était celui-ci. Là, dans les paramètres experts, voilà, regardez, hop, là, vous voyez, comme on a l'impression que c'est tout de suite un peu plus fade en mode auto ou en mode personnalisé. Regardez, hop, mode natif, hop, on a presque un petit peu de relief ici, un petit peu plus de consistance, et là, hop, on est un petit peu plus éteint sur la teinte du miel, ici dans la partie haute de cet endroit-là. Hop, natif, auto, natif, personnalisé. Vous voyez, je trouve que le mode natif est peut-être ce qu'il y a de plus sympa là-dessus.
Voilà pour ce complément dans cette vidéo qui est déjà très longue hein, sur ce téléviseur TCL, mais je savais que vous alliez être nombreux à me poser des questions sur quelles options je peux aller manipuler pour faire mieux. Vous l'avez vu, hein, on ne peut pas faire vraiment beaucoup mieux, mais je tenais à déjà détailler un petit peu ces paramètres parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui arrive ensuite. Ça a été fait justement effectivement de pompage de l'image, ce paramètre de luminosité automatique hein, luminosité et contenu adaptatif que j'ai laissé activer dans le premier tournage. Donc voilà, sachez juste que en coupant ces deux options et en vous intéressant plutôt à ce qui se passe du côté de la luminosité native, etc., vous allez pouvoir un petit peu border toute cette puissance qu'offre ce téléviseur, la puissance lumineuse, pour limiter, entre guillemets, la casse, mais vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin que je l'aurais souhaité dans un petit peu le fine-tuning de l'image. Là, c'est carrément un boulot côté processeur, mais je vais y revenir aussi dans la suite de cette vidéo. Allez, on reprend et on continue sur ce test du C935. Concernant la qualité de l'image, comme je l'ai dit, j'ai limité ici la puissance lumineuse, j'ai appliqué certains réglages pour qu'on puisse y voir à peu près correctement dans ce tournage, mais là, clairement, hein, ce téléviseur, il a vraiment de la ressource. Il a de la ressource et pour autant, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement sur ce modèle ici, tout n'est pas parfait. Je le rappelle, on est sur le 65 pouces, sur un modèle qui compte 1080 zones, et 8640 mini LED. Sur le 75 pouces, 1920 zones, 15360 mini LED, avec une puissance lumineuse considérable. C'est vraiment la plateforme technique la plus performante, je pense, sur les téléviseurs Ultra HD que le constructeur TCL détient. Et j'apprécie énormément ce qu'ils ont fait, les échanges que j'ai eus avec eux au téléphone, en visioconférence, et je les en remercie parce qu'ils ont été extrêmement transparents et humbles d'une certaine manière, parce que je rappelle quand même que TCL est un gros travail quand même associé à un gros producteur de dalles, hein, c'est SOT quand même, accessoirement, et ils savent a priori quand même ce qu'ils font, mais néanmoins après derrière il y a tout un traitement électronique, et là clairement ils ont été humbles, ils m'ont dit on sait, on a identifié les endpoints sur lesquels on a besoin de travailler. Je vais y revenir spécifiquement juste après mes impressions sur la qualité de l'image, qui sont naturellement couplées. Sur la partie qualité, c'est sûr, la ressource, elle est là. Vous êtes capable de profiter des images dans la pénombre, en journée. La dalle n'a pas un traitement anti-reflet extraordinaire, mais la ressource lumineuse est telle que ça fonctionne. Je rappelle rapidement quelques données que j'avais pu mesurer. La luminosité, effectivement, peut monter haut. TCL annonçait une luminosité en pic à 2000 nits. Moi, je l'ai retrouvé peu ou prou à 5%, cette luminosité en pic, elle était à 1935 nits, pardon, 1930 à 5%. Le souci, c'est qu'elle faisait des effets de dents de scie comme ça. Et ça, déjà, ça m'avait un petit peu alerté sur les capacités, sur le comportement électronique du téléviseur. Parce que j'avais 1930 environ à 10%, à 5%, je retombais à 1200 à 10%, je remontais à 1700 à 25%, et ensuite, comme ça faisait des petits zigzags. Je vous remets évidemment les quelques mesures juste là. Et ça, déjà, donc, comme je le dis, ça m'avait un petit peu alerté. Ce qui est sûr, c'est que de la ressource, elle n'en manque pas. La multiplication des zones de mini LED et de LED, évidemment, permet de faire ça. C'est-à-dire produire des noirs intenses avec un découpage très bien réussi. Là, je ne vais pas vous mentir, ici, j'ai légèrement un effet de blooming. Là, en haut, je ne l'ai plus du tout. Là, je ne l'ai plus du tout. Je l'ai un petit peu sur la partie basse du téléviseur, ici, entre ces fameux brins juste là. Mais pour tout le reste, vraiment la base technique et le résultat pour un téléviseur de ce gabarit-là, de cette taille, de cette composante, de ce tarif, on est vraiment sur quelque chose où on sent que TCL a mis la plateforme technique pour réussir à en faire quelque chose. Il y a du travail sur la partie intelligence électronique, etc. Et c'est en cela déjà que pour ma part, il faut l'accompagner de manière assez récurrente. Là, j'ai abaissé, j'ai utilisé le capteur de luminosité pour éviter justement de m'en prendre plein les yeux. Et ça, il va falloir prendre des automatismes parce que je peux vous assurer que sur des programmes lumineux, ne serait-ce que de la TNT, la Coupe du Monde, voilà, il m'est arrivé de tomber sur quelques matchs de foot en utilisant la TNT. Je vais vous dire que quand le bureau était dans la pénombre, c'était trop. Donc il fallait le calmer, il fallait l'abaisser et il fallait le gérer. Donc ça, il y a des choses, il faut que vous le sachiez. Il va falloir l'accompagner jusqu'à ce que TCL, justement, vienne corriger les petits soucis qu'ils peuvent avoir, notamment plus tard. Là où ils ont du boulot aussi, je ne vous le cache pas, c'est sur l'upscaling des sources en basse définition. Typiquement,
Avec de l'Ultra HD, il se comporte bien, très très bien même. Hein. C'est pas une boucle avec un débit particulièrement important. Donc avec du Blu-ray, ça sera d'autant plus savoureux. Mais sur le Full HD et même sur les signaux TNT, ça devient dur. On sent que là, on atteint une limite technique, ce qui est quand même dommage, hein, parce que si vous avez ne serait-ce qu'une entre guillemets, une mauvaise réception Full HD, lui, il va pas beaucoup vous aider. Il va vraiment vous afficher une image. Moi, typiquement, j'ai regardé des vieux films, notamment sur Netflix. Typiquement, il y avait un film avec, j'avais du 3 mégabits de débit. Alors, c'est vrai que 3 mégas, c'est quand même pas grand-chose. Et j'avais presque un effet... j'avais l'impression que c'était une peinture, quoi. C'était de la pastel qui était appliquée. J'avais zéro détail, zéro vue sur les plans larges. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Donc, si pour moi, j'avais un point sur lequel les challenger un petit peu là-dessus, l'upscaling en fait partie. Clairement, l'upscaling en fait partie, donc sachez-le, parce que typiquement, ça a été un des points aussi que j'ai partagé avec, je crois que c'est Etonade du groupe Discord, qui a acheté aussi un C930, et clairement, il a reconnu que sur la TNT, c'était compliqué, c'était pas d'une super qualité d'image. J'ai regardé des matchs de foot, je vous l'ai dit, et c'était pas super fluide, c'était franchement, même au loin, les visages, on ne savait pas s'il avait fallu que je reconnaisse des joueurs. Alors, moi, j'y connais rien en foot, mais je pense que c'était pas génial, vraiment. Et donc, voilà. Donc, on a un résultat comme ça qui, sur la TNT, est franchement largement perfectible. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que vous avez peut-être, vous aussi, des retours sur la TNT. Je ne vous cache pas que je regarde très, très peu, en fait, la télévision numérique terrestre, voilà. Et du coup, je consomme surtout des programmes à la demande. Et c'est vrai que si ça se trouve, c'est pareil pour tout le monde. Et là, franchement, c'était pas génial. C'était pas génial. C'est clairement l'upscaling, un point sur lequel le constructeur va devoir travailler. Là-dessus, j'ai vraiment envie de les inviter peut-être à voir s'ils n'ont pas un petit peu quelque chose à faire. Voilà, parce que c'est pas, vous voyez, là, typiquement, en fait, la dynamique de l'image est pas folle et pourtant, on a un super plan là, hein, si tu nous regardes. Voilà, donc ça, c'est la partie qualité de l'image qui, comme je l'ai dit, est bonne et sans doute quelque chose de plus abouti que j'ai pu tester chez TCL. Le mini LED fait le job, il y a de la ressource, il y a de la puissance et ça c'est vraiment cool. Le moteur, au cœur de tout ça, cette fameuse puce Mediatek qui est baptisée donc Picture AI 2.0 Engine chez TCL, eh bien c'est pas de la référence, c'est pas là-dessus, ils ont du boulot vraiment. Je pense qu'ils sont un petit peu à la traîne. Alors vous allez peut-être me trouver d'une certaine manière un peu dur ou un petit peu hésitant concernant cette qualité de l'image et le bilan que je pourrais en faire. Et pour cause, c'est un téléviseur, on a presque l'impression qu'il est capable du pire et du meilleur. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il a une base technique qui permettrait de faire des choses vraiment meilleures que ce qu'il fait. Et il a des fois où on se dit non, ça va pas. Ça va pas parce que, je vais y revenir dans la partie bug, il y a du travail à faire sur l'électronique. Je l'ai remarqué, j'ai discuté avec eux, ils l'ont reconnu d'une certaine manière, évidemment. Et donc ça, c'était plutôt très constructif et très intéressant. En revanche, c'est vrai que comme vous le voyez là, là clairement, j'ai pas de problème. Hein. C'est du YouTube, c'est la fameuse boucle Costa Rica 4K que je vous diffuse souvent. Et ça a été vrai aussi avec des contenus sur Netflix en Ultra HD, des contenus sur Netflix en Ultra HD en Dolby Vision, où ça se passe plutôt bien. En HDR10, comme je l'ai là depuis YouTube, vous le voyez, l'image est belle, c'est piqué. J'ai des bons angles de vision parce que, eh bien justement, j'ai une puissance lumineuse qui me permet d'en profiter. Et puis là, j'ai pas de lumière extérieure, j'ai que les balcars qui sont installés, mais les volets sont fermés. Le revêtement, lui, il est relativement brillant, mais la puissance compense. Donc on est sur une expérience au niveau de tarif auquel était le téléviseur en 65 pouces, notamment au moment du Black Friday, j'ai envie de dire c'est quasi imbattable. C'est quasi imbattable. En plus, on a un système audio qui est de qualité. Donc là aussi, ça aide. Là aussi, ça fait plaisir d'avoir effectivement cette barre de son en façade qui livre quelque chose de bien audible avec les voix, etc. On a un caisson de basse permet d'apporter quelque chose quand même. Il tape quand il faut. Il sait se montrer un petit peu présent. Et lorsque j'ai utilisé des boucles Dolby Atmos sur YouTube notamment, c'était vraiment très très cool. Que je vais le passer en VO pour profiter de l'Atmos et on va voir comment ça se comporte. Regardez, franchement, je vous disais que le caisson de basse n'était même pas excessivement présent. En fait, si, hein, franchement, il y a... Vous voyez, là, je suis à 35, il y a de la ressource. C'est de la ressource tout de suite. En revanche, on va vérifier ça ensemble en temps réel. C'est que dès que j'active la partie Dolby Atmos dans le son, eh bien, j'ai le son grésille. Ah bah là, il est activé. Donc là, typiquement, ça se passe bien. Voilà, j'ai pas de problème. Non, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème sur la partie Dolby Atmos. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, vous devez plus voir grand-chose parce que la luminosité est tellement baissée. Moi, je vois encore, mais
ça va commencer à devenir un petit peu plus difficile pour vous. Voilà, là ici, Dolby Vision, Dolby Atmos, pas eu de bug sur ce sujet-là. En tout cas, c'est vrai que sur les premiers essais que j'avais pu faire, il fallait que j'aille désactiver manuellement le Dolby Atmos. Et là, bon, pas de souci sur ce contenu-là. Alors, je vous l'ai dit, hein, j'avais identifié des petites choses qui me dérangeaient lors des tests de ce téléviseur. Et c'est aussi ce qui a expliqué le fait que je ne souhaitais rien publier avant d'avoir pu discuter avec TCL. Et une discussion que j'ai eue, encore une fois, en visio, etc. Ça, c'est vraiment passé de manière impeccable, encore une fois. C'est pas pour leur passer de la pommade, mais j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Et surtout, ça m'a permis de lever le voile sur tout ce qui était dans ma première vidéo et qui commençait déjà à me chagriner un petit peu. Dans la partie résultat des mesures, eh bien, vous le savez, j'avais pointé une uniformité de la dalle qui me semblait incohérente, une mauvaise uniformité de la dalle avec une mire, enfin c'est un grand panneau où j'affiche des mires blanches sur l'intégralité et puis ensuite je mesure avec la sonde le delta de production de cette image blanche. Et là j'étais arrivé à un delta important, avec des dérives importantes. Et je m'étais dit c'est quand même bizarre. Et ça s'était concrétisé aussi avec sur certains contenus que je visionnais, l'impression d'avoir une image un peu sale. C'est-à-dire que, effectivement, tantôt les angles de vision étaient plus très bons, il y avait des choses qui se passaient. Et je vous cache pas que je me demande, j'ai eu un petit pop-up, je me demande s'il n'y a pas déjà eu une petite mise à jour depuis, mais en tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il y a techniquement à la base de cela un problème. Je vous l'ai dit, téléviseur mini LED avec effectivement beaucoup de mini LED dans ce modèle, et dans la promesse technique qui était faite par TCL, il nous avait dit cette année, on débarque avec des spécificités propre à ce C935 notamment, eh bien c'était le sourcing des mini LED pour lesquels en fait chaque mini LED devait avoir strictement les mêmes propriétés en matière de gestion électronique, de luminosité, etc. Ça devait leur permettre d'assurer une uniformité du rétroéclairage parfaite, j'ai envie de dire. Ensuite, on avait la gestion de la précision de ce rétroéclairage. On passait sur des formes de mini LED rondes plutôt que rectangulaires ou carrés, ce qui leur permettait de promettre ce fameux round halo, cet halo lumineux circulaire, qui permet ensuite de rétroéclairer les sous-pixels, de produire la couleur, etc., qui était plus simple, en tout cas plus précis, permettait une gestion du rétroéclairage plus précise pour offrir, là encore, les meilleurs contrastes, le meilleur effet de piqué, parce que ça, vous le savez, plus on maîtrise ces contrastes et plus on renforce la sensation de netteté et de piqué dans l'image. C'est pour ça que les téléviseurs OLED, souvent, boum, ça vous pète, parce que c'est quelque chose comme les diodes sont auto-émissives, qu'elles sont effectivement, qu'elles produisent elles-mêmes leur lumière, et bien on a vraiment cette sensation que le piqué est extrêmement poussé. On va avoir plein de mini LED, plein de zones, on va avoir des dizaines de milliers de paliers pour ajuster précisément l'intensité lumineuse. On a un rétroéclairage qui est trop près de la dalle, on va avoir un truc de fou, ça va être génial. Et en plus à tout cela, eh bien, le constructeur il disait comme on est sur là encore une base technique qui va nous permettre de faire des trucs énormissimes, on vous garantit que l'effet d'Emura, donc cette fameuse uniformité de la dalle, l'effet de ne pas avoir de clouding, etc. Donc et en fait on aura une image parfaite avec des aplats sublimes. Voilà, moins de fuite de lumière, bon, parce que je dis moins, parce qu'il y en a toujours, on est sur des technologies LCD, donc une promesse technique importante. Et donc ils me l'ont dit, on a identifié effectivement eh bien, les soucis qui étaient mis en cause dans tout cela, avec cette plateforme qui est effectivement quelque chose de punchy, qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut apprendre à maîtriser. Et donc ça, eh bien, il y a une partie qu'ils vont pouvoir corriger de manière logicielle, par le biais de mise à jour, etc. Et ensuite, eh bien, d'autres choses arriveront plutôt sur les modèles de 2023. Ils ont besoin de travailler aussi, m'ont-ils dit, sur la production des contenus HDR10+, et une certaine amélioration aussi du Dolby Vision et Dolby Vision IQ, où pour l'instant, en fait, eh bien, ils utilisent ils utilisent le capteur pour gérer le rétroéclairage de manière locale, de manière dynamique de la dalle, mais pas suffisamment locale. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas toutes les métadatas scène par scène, etc. pour ajuster exactement de manière très très précise tout ça. Alors pour préciser un petit peu mon point sur ce fameux contenu dynamique HDR10+ Dolby Vision, je vous dis pas que ça sera mauvais avec le téléviseur, mais ça sera quand même en deçà de ce qu'on est supposé attendre, ce que l'on est supposé avoir avec une telle dalle, avec un tel rétroéclairage, avec une telle puissance, avec un tel nombre de zones et un tel nombre de mini LED, ça devrait être meilleur. Et sans cela que TCL me dit, on aurait aimé livrer notre firmware à la fin de l'année, donc fin décembre 2022,
Malheureusement, il y a des complexités qui se sont rajoutées à tout cela. Ils ont pris du retard. Je ne sais pas si ce sera début janvier. Ils m'ont dit on va essayer de le faire dans le courant du premier trimestre pour vraiment exploiter au mieux ces signaux avec les métadonnées HDR, hein, donc ces métadonnées dynamiques dans les images, scène par scène, pour optimiser encore un petit peu tout ça. Pour autant, encore une fois, c'est tout à fait regardable, mais ça devrait être mieux. L'uniformité de la dalle. Donc ça, on a vu, effet d'Emura, etc. Gestion du rétroéclairage, c'est compliqué, il galère. Effectivement, la gestion des signaux HDR, qui n'est pas complètement optimum. Et il y avait un autre point que j'ai abordé avec vous, c'est qu'on a beaucoup de puissance lumineuse, et donc on est tenté d'utiliser le capteur de luminosité ambiante, sauf que je ne sais pas si depuis tout à l'heure, en fait, vous voyez ce qui se passe. En fait, lorsqu'on l'utilise, et qu'on passe d'une scène sombre à une scène lumineuse, ou inversement, eh bien le téléviseur met un certain temps à réagir, à comprendre ce qui se passe et à intervenir sur le rétroéclairage. Et ce qui se passe, c'est que régulièrement, en fait, dans les contenus, eh bien on a un effet de pompage. Donc cet effet de pompage, on va l'avoir aussi sur d'autres téléviseurs, je vous en ai déjà parlé sur différents tests, notamment des Samsung aussi, ou que ce soit pour une raison propre à la dalle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas assez de zone, pas assez de mini LED, et qu'on est sur des systèmes de rétroéclairage par exemple un petit peu plus classiques pour du LCD, on va afficher un sous-titre et boum, il va mettre en fait toute une portion de la dalle en lumière et ça va créer un gros halo lumineux par exemple. Là, le souci, c'est qu'en fait, on a cet effet de pompage, mais sur l'intégralité de l'image. Encore, j'invite ceux qui sont propriétaires de ce téléviseur à s'exprimer, mais en fait, le delta de puissance entre ce qu'il est capable de faire entre les basses luminosités et les hautes luminosités, enfin les hautes lumières, fait qu'on a en fait un effet tout simplement de pompage. On a une image qui devient lumineuse puis qui se réduit et c'est vraiment perceptible lorsqu'on active ce capteur de luminosité ambiante notamment. Et donc il vaut peut-être mieux selon moi pour l'instant, en attendant que TCL corrige ce truc, se trouver le mode qui convient le mieux, le réglage, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en mode film et puis on applique quelques réglages de luminosité, descendre la puissance lumineuse, ne pas la laisser par exemple à 100%. Je pense qu'en deçà de 80 déjà ça suffit et ça permet de fixer un seuil où le téléviseur va peut-être éviter justement de faire ce truc là qui est quand même assez désagréable, moi je l'ai trouvé assez désagréable pour limiter le risque donc et s'offrir un confort un peu meilleur. Ce défaut, il est présent sur le C935 uniquement, parce que c'est le seul qui, effectivement, ça ne sera pas sous-entendu, ça ne sera pas sur le C835, m'a dit TCL, parce que c'est le seul qui dispose effectivement d'une fonction qui s'appelle le mode boost. Ce mode boost était censé justement permettre à TCL d'atteindre et d'exploiter ces fameux 2000 nits sur le modèle en 65 pouces, sauf que ce mode boost, ils se sont rendus compte qu'ils l'ont mis grosso modo en marche forcée, et malheureusement, eh bien, ils n'ont pas prévu de le mettre en mode manuel. Ils m'ont dit que par le passé, ils l'avaient fait. Et ils m'ont dit, en fait, eh bien, on le laissait un petit peu dans les options de réglage. On ne peut pas aller mettre les mains dedans pour le désactiver, ou en tout cas, en choisir le niveau de puissance. Et donc, ils se sont dit, là, clairement, il faut revenir en arrière. Et visiblement, c'est pas gagné pour que ce soit fait de manière logicielle, pour le réactiver. Ils m'ont dit, on est en train de voir ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. Il se peut que malheureusement, ça débarque en 2023, mais en attendant, ils vont essayer de travailler sur des choses pour faire que justement la gestion de la luminosité se passe un peu mieux. Alors voilà pour les différentes choses que j'avais pu identifier. Évidemment, mon but c'est de vous informer et puis vous prendrez ensuite vos décisions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, Étonné de mémoire qui lui a acheté le téléviseur semble ravi de cette expérience et ce qui va m'emmener cette fois-ci à un autre truc autrement plus positif, c'est l'utilisation en mode gaming. La partie jeux vidéo, le gaming sur ce téléviseur 65C935. J'avais quelques appréhensions parce que j'avais des abonnés qui m'avaient dit « Ouais, j'ai des problèmes avec le VRR, l'auto low latency mode, quand j'active l'un, j'arrive pas à activer l'autre, etc. » Et j'avais pas encore branché les PC, les consoles à ce moment-là. J'ai pu faire quelques vérifications et pour moi, ça s'était plutôt correctement passé, sans aller trop au-delà de la première découverte, avant de discuter avec TCL, j'avais pas eu trop de temps. Ça s'était globalement plutôt bien passé. J'avais branché le PC portable, qui est juste là d'ailleurs, c'est quand même une petite bête qui va me servir à ça. J'en ai parlé sur la vidéo de remerciement de Noël, où les abonnés m'ont lancé une cagnotte, etc. Bref, vous pourrez la retrouver sur la chaîne. Ce PC portable qui est équipé d'une 3070 Ti, qui est une machine Asus ROG Strix que Intel m'a envoyé en partenariat pour faire une vidéo et pour notamment l'utiliser dans le cadre des tests de TE, la VLR, etc. Bref, c'est quelque chose
j'ai pu profiter des capacités techniques de la dalle et effectivement activer eh bien, les options. Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas accessibles de manière très claire, très efficace, j'ai envie de dire. Là encore, TCL fait assez peu d'efforts pour optimiser vraiment l'interface logicielle. Je crois que de mémoire, il faut aller dans Système et puis ensuite aller dans, voilà, vous voyez, il est là, le fameux mode maître du jeu qui permet d'activer donc le fameux mode maître du jeu pour être dans des conditions idéales, affichage des FPS et activer le mode à faible latence et le VRR. Et ça, j'ai des abonnés qui m'ont dit effectivement qu'ils avaient des problèmes sur le fait d'activer les deux. TCL m'a dit qu'effectivement, c'était quelque chose qu'ils avaient pu constater et je suis incapable de vous dire pourquoi moi ça a fonctionné. Ça a fonctionné à 120 et ça a fonctionné à 144 parce que c'est les deux fréquences d'image auxquelles j'ai joué. Alors le 120 Hz via la Xbox Series X en l'occurrence, aussi depuis le PC, et le 144 depuis le PC essentiellement. Et là c'est une 3070 Ti et j'ai été très agréablement surpris de voir que ça tenait la route. Je suis en Ultra HD à 120 comme vous pouvez le voir. J'ai toutes les petites coches vertes. Là ici, on ne vient pas me dire que le téléviseur ne fonctionne pas en Dolby Vision, de la même manière que je le retrouve ici. 50 Hz, 24, l'Auto-Low Latency Mode, le Dolby Vision pour les jeux, le YCC en 4.2.2. Donc il y a tout. Le téléviseur coche toutes les cases. Et vraiment, vous avez des images là à l'écran. Le résultat est bon. Le résultat est vraiment assez surprenant en mode gaming pour ce téléviseur, que ce soit avec la console ou que ce soit effectivement avec le PC. Vous avez, si vous reprenez cette vidéo sur les résultats des mesures, un input lag de 13 millisecondes en 1080 à 60 Hz. Il sera peu ou prou de moitié sur de l'Ultra HD à 120. Et donc ça fonctionne bien. Attention, tout en sachant encore une fois qu'on est sur une puce Mediatek avec du 144 et donc du 120 sur la prise 1 et du 120 Ultra HD uniquement sur la prise 2. Et ensuite, on chute sur du 60 Hz. Et vraiment, moi, j'ai pas eu de défaut. J'ai mis un certain temps à me réadapter. Encore une fois, moi je suis plutôt jeu de tir et donc j'ai mis un certain temps à m'adapter à cette très très grande image, mais j'ai été surpris. J'ai d'ailleurs été surpris aussi que le PC, avec cette 3070 Ti, tienne la cadence vraiment. Donc sur l'aspect gaming, il y a vraiment... la critique est positive, et le son est bon et on en profite. En revanche, il y a une chose que je vous dis aussi, c'est que pour profiter du 144 Hz, il y a des paramètres bien spécifiques à faire dans Windows. Je vais vous les afficher à l'écran. Il faut aller dans les paramètres du système, l'affichage, etc. Et il faut saisir les valeurs que vous voyez s'afficher là. Elles sont en grand, je vous fais une petite pause, le temps nécessaire, que vous puissiez les prendre en note, les recopier, faire ce que vous voulez, ou mettre cette vidéo même en pause, évidemment. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple d'ailleurs. Mais ce sont les paramètres qui m'ont été donnés par TCL pour bénéficier du 144 Hz dans les conditions optimales. Voilà, parce qu'il faut pour l'instant encore les saisir manuellement. Parce que là encore, il y a du boulot de leur part pour faire en sorte que, grosso modo, à l'avenir, on fasse un clic droit, paramètres d'affichage, on choisisse la fréquence en 144 et c'est plié. Là, vous le voyez, il y a quand même quelques petites manipulations à faire pour l'activer, mais une fois que c'est fait, ça fonctionne vraiment bien et j'ai pas eu de problème, que ce soit sur mes jeux de tir, que ce soit sur des jeux de voiture, que ce soit via la Xbox ou que ce soit évidemment via un PC. Et là aussi, je vous invite encore une fois naturellement à vous exprimer parce que si vous n'avez pas eu les mêmes résultats, dites-le moi parce que si effectivement ça a galéré et que vous avez toujours des problèmes pour activer le VRR dans ce fameux gaming mode, dans ce fameux master mode, dites-le nous dans les commentaires. Alors là, il y a autre chose, c'est que je peux vous le dire. Là, ici, j'ai décidé de juste lancer le titre Unravel 2, qui est un titre, effectivement, qui est assez sombre, par ailleurs, ou pour lequel il m'arrive, en mode jeu, sur les téléviseurs OLED, de plisser les yeux pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Des fois, on n'y voit plus très clair. Et là c'est pas le cas. Là, je peux vous assurer qu'on n'a aucun sujet avec cela, même si, comme vous le voyez, je suis en mode luminosité 48, effectivement. En mode image HDR, tac, on va aller dans les paramètres pour que ce soit un petit peu plus détaillé. J'ai désactivé cette fois-ci cette fameuse luminosité adaptative parce qu'en mode jeu, l'effet de pompage est, pour moi, je trouve encore plus marqué et encore plus gênant. En revanche, si je vais, donc vous voyez, image HDR, si je vais ici dans ce qu'il faut pour réinitialiser l'image, vous allez voir que boum, ça va monter
encore d'un bon cran en matière de luminosité. Et alors là, vraiment, j'ai plus de sujet, quoi. J'ai plus de sujet pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors oui, quand je suis un petit peu comme ça sur le côté, j'ai un peu l'impression que dans le bas de l'image, c'est délavé. Mais vous, ce que vous devez avoir à l'écran, malgré le fait que ce soit la caméra, c'est sans doute très bon. Et vraiment, sur ce titre-là, où c'est parfois un peu sombre, eh ben, c'est ultra efficace. C'est vraiment des démonstrations qui sont très parlantes. Et pour autant, eh bien, on garde quand même une très jolie image sur ce titre. Donc là-dessus, aucun sujet. Vraiment, bravo pour effectivement cette ressource. Pour aller chercher le fameux, activer cette fameuse Game Bar, il faut avoir cette deuxième télécommande dont je parlais. C'est celle qui a le fameux micro et plus de raccourcis. Et on presse longtemps sur la petite touche avec le logo bleu. Et on obtient ici, eh bien, tout simplement la fameuse Game Bar. Alors là, c'est vrai que, alors j'ai pas lancé de titre, mais là, il me dit typiquement, je ne peux pas lancer le mode HGIG, qui est le HDR dans les jeux vidéo. Je peux afficher la barre d'état, qui ici m'affiche en surimpression le fait que je sois dans un truc qui s'appelle rapidement. Bon, grosso modo, c'est effectivement le VRR et l'input lag au plus court avec l'auto-low latency mode, etc. Et que je suis sur des FPS à 120. Le mode boost, je peux le changer. Soit je bascule en mode écho, soit je bascule dans un mode balance, donc intermédiaire, soit je suis en mode rapidement. La boîte à outils, qui n'apporte pas grand-chose, qui est tout simplement eh bien, le fait d'avoir de l'aide à la visée, avec effectivement une croix ici. Alors je vais la changer, là ici c'est un cercle. Est-ce que je peux revoir ma petite mire noire? Donc bon, effectivement, donc un cercle, une croix, un point, cercle, croix, point, voilà, ce sont les trois mires au centre dont je peux disposer. Et ensuite la couleur, voilà, donc lumière ou noir. Bon, ça franchement, l'aide à la visée, je vous laisse vous exprimer là-dessus, moi je ne l'utilise pas. Donc vous le voyez, le menu, enfin la Game Bar, elle est, comme diraient d'ailleurs les gens de chez TCL, puisque je vais reprendre le terme de la personne en interne, de la personne avec qui j'ai pu discuter, elle est pretty old, voilà, elle est un petit peu datée. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont mis une Game Bar qui offre évidemment un peu moins de choses que les Game Bar chez Samsung ou chez LG. Et là, typiquement, je ne sais pas si vous le voyez depuis tout à l'heure, mais on est vraiment dans une interface où là, pour le coup, on a ce fameux effet de pompage avec cette image qui devient tantôt plus lumineuse, tantôt plus sombre dans les menus ici. En tout cas, ça a vraiment bien fonctionné. Donc à savoir, moi, VRR, Auto Low Latency Mode, j'ai pas eu réellement de soucis, j'ai pas eu de décrochage, j'ai pas eu de perte de stabilité dans mes jeux vidéo, que ce soit avec la console ou que ce soit avec le PC. TCL m'a dit que c'était des choses qu'ils avaient pu aussi constater de temps en temps. Bon, voilà, à savoir. Mais la Game Bar là, est pour moi, sans doute, eh bien, la marge de progression la plus importante, avec en plus 4 vraies prises HDMI 2.1. Là, ça serait le must. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo liée aux résultats des mesures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est là que je vous sollicite. Le petit pouce qui va bien, si cette vidéo vous a plu. Exprimez-vous dans les commentaires également, notamment. Et c'est évidemment, si cette vidéo ne vous a pas plu, dites-le moi pourquoi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à consulter la description de cette vidéo. Vous y retrouverez le lien de discussion vers notre groupe Discord, mais aussi un lien d'affiliation qui vous permettra d'acheter le téléviseur au même prix, sauf que, eh bien, en contrepartie, moi je toucherai un petit pourcentage de votre achat. Évidemment, c'est comme ça qu'on espère aussi pouvoir vivre sur YouTube de la production de nos contenus, des tests, etc. Je ne vous apprends rien. Vous retrouverez aussi un petit truc que je me permets de mettre parce que vous aurez quelque part par là la notification d'une vidéo que j'ai fait, puisque eh bien, certains abonnés à la chaîne via le groupe Discord ont lancé une petite cagnotte pour me permettre de changer de matériel tout simplement pour produire des contenus toujours plus beaux. Bref, vous avez là aussi le lien vers cette fameuse cagnotte Litchi, si le cœur vous en dit, pour participer. N'hésitez pas, évidemment, à me suivre sur les réseaux sociaux, à interagir avec moi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et bien évidemment, en fait, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va être publiée. Donc vous avez peut-être vu s'afficher un message. Mais si jamais, eh bien, on est au moment des fêtes, alors déjà, si c'est avant le Nouvel An, je vous souhaite néanmoins de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et si on est après le Nouvel An, eh bien, j'ai envie de vous dire bonne année et plein de belles choses pour ce début d'année. En plus, on va avoir une année qui va démarrer très fort avec le CES de Las Vegas. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!